Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Manuel Gendron, qui est ceinture noire, 3e degré en karaté Kempo. Il est instructeur-chef chez Karaté Sunfuki. Ces deux écoles sont situées dans le secteur Buckingham ainsi que le secteur Templeton à Gatineau. Il anime aussi le podcast Entretien avec un guerrier où il discute avec d'autres pratiquants d'arts martiaux de leur passion commune. Manuel, bienvenue à l'émission. J'apprécie que tu sois venu ici aujourd'hui, prendre du temps pour nous jaser. J'adore parler d'arts martiaux. J'ai reçu Marc-André Barriot, j'ai reçu mon sensei à moi, Jérémy Bisson. Le combat, parler de combat en général, je trouve ça intéressant parce que l'art de combattre, c'est quelque chose qui est assez spécial. Fait que je suis content de pouvoir en jaser avec toi aujourd'hui. Le style que tu pratiques de karaté, c'est du Kempo. Oui, exact. Ça vient de où, le Kempo? Parce que le karaté en général, si je ne me trompe pas, c'est à partir de la Chine. Si on remonte loin, là, parce qu'on est allé au Japon, il y a différents styles qui ont poussé de ça. Exact. Mais le Kenpo, c'est une autre dérivation de ça. Dans le fond, historiquement, l'histoire, c'est que le Kung Fu, c'est pas mal la source. Il y a des gens d'Okinawa qui ont été étudier les arts martiaux en Chine puis qui ont ramené ça à Okinawa, qui est une île qui fait maintenant partie du Japon, mais qui est comme un peu, si je me trompe pas, comme un peu au sud, comme entre la Chine et le Japon un peu. Et culturellement et politiquement, le Okinawa, c'est un peu le Québec du Japon, dans le sens qu'ils ont leur propre culture, leur propre langue, leur propre histoire, puis c'est relativement récent que le Japon occupe Okinawa. Fait que quand le Japon a débarqué là, ils ont comme nationalisé le « Oh, ce que vous faites, c'est super cool, on va en faire un sport ». Et ils ont nationalisé ce qui est devenu le karaté. Et à l'époque, pour la petite histoire, le nom voulait dire « main de Chine ». Dans le fond. Puis ils ont changé ça pour karaté parce que les Japonais sont très nationalistes. Fait qu'avoir un art martial qui s'appelait main de Chine, c'était moyen. Fait qu'ils ont changé ça pour karaté. Puis le Kenpo, l'histoire, c'est que c'est des gens... les origines de ce que nous, on pratique, ça vient d'Hawaï, dans le fond. Et historiquement, ce qui se serait passé, c'est qu'il y avait des Japonais, justement, qui vivaient là, entre autres, des Chinois. Il y a un peu toutes sortes de gens qui vivaient là puis qui enseignaient les arts martiaux. Ça s'est beaucoup blendé, justement. Puis le Kenpo, c'est un style qui est quand même proche de ses racines chinoises. C'est du Kung Fu qui est l'ancêtre du karaté, comme on disait. Et qui, en même temps, a développé un autre style aussi au fil du temps. Tu sais, c'est comme un blend. Okay. Puis, je dirais que... Parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi avec la nationalisation du karaté, c'est que le but des Japonais, c'était vraiment... À cette époque-là, c'était d'en faire un sport. Parce que là, on est dans l'après-guerre aussi, tu sais, l'après-deuxième guerre et tout. Puis là, même avant ça, là, mais ce qu'ils voulaient, c'était prendre ça puis l'apprendre, l'enseigner aux gens, mais en enlevant un peu la substance de monsieur et madame tout le monde sait comment se battre. Fait qu'on veut pas trop ça. On veut que vous vous gardiez en forme. Mais le côté martial, on peut le tasser un petit peu. C'est moins grave, c'est moins important. Il s'est conservé, ce côté martial-là, à travers certains professeurs. Mais il y a certaines lignées qui ont transformé ça en quelque chose de très, très sportif. Puis le Kenpo qui était enseigné à Hawaï avait sa particularité-là de ne pas avoir été touché par ces mutations-là. Parce que c'était des gens qui étaient déjà partis, façon de parler. Puis qui l'ont enseigné éventuellement quand les Américains ont occupé Hawaï, éventuellement, à des Américains qui l'ont ramené sur le continent nord-américain. Et... dans le fond, un des professeurs de mon professeur s'appelait Nicolas Serio. Et dans le fond, on est de cette lignée-là de Nick Serio qu'on enseigne. Et puis maintenant, mon professeur, au fil du temps, ça fait 30 ans que ça existe, Karaté Sunfuki, bientôt 40, là, on va dire. Mais mon professeur, ça fait 40 ans d'arts martiaux qu'il a. Et c'est devenu sa propre lignée à lui aussi au fil du temps parce qu'il l'a transformé, ce que Nick Serio avait transmis, etc. Fait que c'est ça, grosso modo, là, c'est un cours historique. C'est sûr et certain que ça prend des livres là, pour aller dans le détail. Là, fait que je sors des bouts, mais grosso modo, c'est ça, les particularités historiques régionales. Le Kenpo, c'est très associé aux Américains, celui que nous, on pratique, mais ça venait d'Hawaï. Okay. Puis, toi, je savais pas que ça venait d'Hawaï. Oui. Fait que c'est de là, c'est par là que les Américains l'ont pris, tu sais. Mais c'était des Asiatiques qui leur enseignaient, là, d'un peu partout. Aux Philippines aussi, tu sais, il y a beaucoup de ressemblances avec de liens avec l'art Nescali, par exemple, qui est pratiqué aux Philippines beaucoup. Fait que c'est ça. C'est un des emblèmes à une certaine époque du Kenpo, c'était
le film The Perfect Weapon. Ben oui, Jeff Speakman. Jeff Speakman, c'est un gars de Kenpo. C'est ma grosse connaissance de Kenpo. C'est ça. Puis Stephen Wonderboy Thompson. C'est ça. Puis dans le fond, Jeff Speakman, c'est un élève de Ed Parker. Okay. Nick Serio aussi vient de ces mêmes lignées-là. Bon, encore là, je résume, mais tout ça se rejoint en quelque part. Là. Okay. Puis tu sais... le Kenpo, parce que, tu sais, encore aujourd'hui à Okinawa, il y a des formes de Kenpo. Kenpo veut dire, tu sais, autodéfense, combat de rue, la voie du poing, dépendant de, la traduction que tu utilises. Là. Mais c'est un peu une façon de dire défense de rue ou combat de rue ou façon de parler, tu sais. Se défendre dans des situations réelles ou le plus réaliste possible pour la vie de tous les jours, tu sais. C'est ça. Ça vise vraiment un côté pratique, dans le fond, là. C'est ça l'objectif. Parce qu'il y a des branches que ça va être vraiment plus sportif. Oui. Puis là, ça me semble être quelque chose où c'est ça. Si t'es mal pris, il y a un problème, tu es capable de l'utiliser. C'est l'objectif, tu sais. C'est sûr qu'on a le volet sportif, compétitif, nous autres aussi, puis il est même très fort. On a beaucoup de compétiteurs très performants, puis on a un côté, c'est ça, compétition, championnat du monde. Moi-même, j'en ai fait un peu. Moi, mon focus, ce qui m'a attiré dans cet art-là, c'était le volet autodéfense. Okay. Personnellement, c'était pour ça que j'ai commencé à le pratiquer. Mon fils, je l'ai inscrit là, puis j'ai trippé sur le prof, il m'a vraiment accroché à l'époque. Et puis, je me suis mis à l'en faire, puis très vite, j'ai su que éventuellement, je voulais l'enseigner. Fait que mon focus, très vite, dans mon parcours, ça a été, je veux en mettre plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie, pour devenir un professeur compétent le plus rapidement possible parce que je trippe puis je veux transmettre ma passion. J'avais cette envie-là assez vite. Là. À ce moment-là, tu étais où? J'habitais à La Chute à l'époque. Et donc, quand est venu le moment de faire comme hey, ça nous tenterait d'ouvrir notre école, tout ça, évidemment, on n'allait pas ouvrir dans la même ville que notre professeur. La Chute, c'est pas gros, c'est comme 13 000 habitants. Mon ex-conjointe, la mère de mes enfants, avec qui j'ai ouvert l'école ici, dans le fond, elle est native d'ici. Fait qu'on a ouvert l'école ensemble, puis à l'époque. Et c'est ça, on est venu ici. C'est une drôle d'histoire. Là. On cherchait un local. Puis là, on cherchait sur Internet, on trouvait rien. Puis un soir, on a dit, on va descendre à Bocagnan, on va se promener dans les rues, puis on va peut-être trouver quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis là, on se promène sur l'avenue, puis on voit la bâtisse en face de la note était marquée à louer. Fait qu'on appelle pour là, puis on dit, on serait intéressé, c'était parfait, c'est marqué 2000 pieds carrés, c'était direct sur l'avenue. Puis là, ils nous disent, c'est déjà loué, mais je sais pas si vous aviez vu, mais en arrière, on a un garage qu'on pourrait transformer. Puis ça donne juste qu'on s'était reviré dans la cour pour retourner chez nous. Fait qu'on l'avait vu, le garage, mais on n'était pas rentré. Fait qu'éventuellement, un rendez-vous s'organise, puis on vient visiter. Puis, encore là, c'est drôle, sur la route pour se rendre visiter le local, on a une crevaison. Fait que la vice-présidente de Karaté Sanfuki, qui est la femme de notre professeur, elle se rend avant nous, puis elle voit le local, puis elle était comme, je suis pas certain, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Okay. Je suis pas certaine, il faudrait beaucoup faire de travail. Et moi, je suis arrivé sur place, puis j'avais déjà vu avant elle, mais on a fait une visite plus détaillée à l'intérieur, tout ça, puis moi, on le voyait avec du travail, ce que ça pouvait le potentiel. Donner. Exact. Fait que notre propriétaire a été super collaboratif, ils ont fait les travaux qu'il fallait, ils ont tout retapé l'intérieur, on a des belles divisions, c'est vraiment un dojo maintenant à l'intérieur. Ce qui nous identifie encore comme un garage, c'est la porte de garage qu'on a conservée. Puis c'est ça. Puis le fait que notre plancher, à certains endroits, il n'est pas parfaitement plat. Oui, parce que les garages, c'est fait pour... c'est ça, fait qu'on l'a fait un peu... C'est le même site dans le studio. Exact. C'est un garage ici, imagine. Tu vois, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on l'a fait remblayer un peu pour pas que ça soit des gros creux, mais il n'est pas parfaitement plat. Mais tu vois, ça, je dis à mes élèves souvent, mais ça, c'est bon, ça vous pratique à dehors. Dehors, ça sera pas parfaitement. Non, c'est ça sera pas parfaitement droit. C'est ça. Fait que... c'est ça, puis tu sais, ça donne un charme. On a vraiment aménagé ça un peu semi-industriel. Notre comptoir, c'est du gros bois, puis on voulait que ça fitte avec l'endroit. Puis j'aimais l'idée d'être dans un coin, un emplacement qui n'est pas évident. Tu sais, c'est pas un local commercial, premièrement, à vue. Fait qu'on n'a pas de pignon sur rue. Les gens de la rue ne nous voient pas. On a une pancarte qui indique l'entrée, mais c'est tout.
Fait qu'on est comme un secret caché. J'aimais bien cette idée-là, de contribuer à revitaliser le centre-ville, on va dire, de Buckingham. Ouais. Ça sonne cool, mais côté business, c'est pas idéal, d'habitude, quand t'as pas une vitrine sur... 100%. Ça a été un travail de faire de la visibilité les premières années, beaucoup. Puis encore aujourd'hui, même après, là, ça fait 7 ans, aujourd'hui, en 2024, qu'on est ouvert. Fait que même aujourd'hui, c'est encore un travail, mais les premières années, on était très, très, très actifs à se faire voir, d'aller dans des événements, tous les événements de Caramel au village, ces affaires-là. On avait des tables là, Buckingham en famille, on a été là beaucoup. Fait que je me suis mis à faire des parascolaires, des garderies, puis là, là, on est devenu connus plus. C'est ça. J'ai une chose qui est particulière, je trouve, des arts martiaux, puis je me dis, si vous êtes là après 7 ans, c'est parce que ça fonctionne, les gens sont attirés, puis le monde a le goût d'y aller. On dirait que ça parle à tout le monde, l'idée de... En tout cas, peut-être pas tout le monde, mais ça parle à beaucoup de gens, l'idée de... Je sais pas c'est quoi, hein? Peut-être que tu es capable de me le dire plus que moi, mais l'idée d'être capable d'avoir un outil pour se défendre en cas de problème, ça n'est une chose. Après, c'est le côté philosophique, le côté ce que ça peut t'apporter comme personne au niveau de ta croissance personnelle. Fait que, parle-moi de ça, ce que toi, t'as découvert et que tu as eu envie de transmettre, dans le fond. Écoute, moi, ce que ça m'a apporté, c'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça que ce que tu dis, c'est pas faux, que ça peut rejoindre tout le monde. C'est que moi, ce que ça m'a apporté, c'est pas ce que d'autres vont venir chercher. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime mon école, là, clairement, mais notre mentalité, j'aime dire souvent qu'on est des excellents généralistes d'arts martiaux. J'ai Karaté Sanfuki dans le sens qu'on touche tellement à un peu tous les aspects qu'après, on peut côtoyer d'autres styles. Puis on keep up assez rapidement parce qu'on touche un peu à tout. Puis c'est ce qui fait que tu peux aller chercher un peu tout le monde. Parce que tout le monde ne vient pas chercher la même chose. Comme tu disais, il y a des gens qui veulent juste se mettre en forme. Il y a des gens qui veulent apprendre à se défendre. Il y a des parents qui veulent discipliner leurs enfants. Il y a des jeunes qui veulent devenir des ninjas ou un personnage de comics, peu importe. Peu importe ta motivation, finalement, il peut avoir une école ou un style. Puis tu sais, aussi selon ton âge, ton avancement dans la vie, tu ne chercheras pas la même chose. Tu sais, c'est cliché de dire, exemple, le tai chi, ça rejoint beaucoup les personnes plus âgées. J'en ai interviewé là, sur mon propre podcast là, des pratiquants de tai chi dans la vingtaine ou début trentaine. Ça existe. Mais même eux vont dire, oui, généralement, ça rejoint les gens plus âgés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a moins de physicalité. Il n'y a pas de combat en tant que tel. C'est ça, c'est très travail respiratoire, renforcement corporel, souplesse. C'est ça que tu as besoin en vieillissant beaucoup. Fait que, tu sais, c'est sûr que si ce que tu faisais, c'était du Muay Thai, si tu fais du Muay Thai toute ta vie à 60, tu vas être magané sur un méchant temps. Fait qu'il y a comme chaque chose pour chaque étape de vie. Il y a un peu ça. Moi, ce que ça m'a apporté, le karaté, c'est un outil, oui, de développement personnel, beaucoup. Ça m'a renforcé de l'intérieur. C'est cliché de le dire, là, mais... puis je pense que c'est pas un hasard que l'autodéfense, c'était mon dada. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas sportif du tout, même jusqu'à l'âge adulte. Avant de faire du karaté, zéro. J'étais toujours le dernier prix dans les équipes en édu. Bon, j'ai vécu un peu d'intimidation. J'étais nerd à une époque où c'était pas cool. Tu sais, maintenant, les nerds gouvernent le monde. C'est cool. Ça va, ils gouvernent la planète, mais dans mon temps, non. Triper sur Donjon Dragon, c'était pas cool. Puis Magic non plus. Puis les ordis, très pas cool, les ordis. Maintenant, c'est vraiment plus la même chose. Fait que mon vécu fait que je m'identifiais, ça venait me chercher cet aspect-là. De faire comme si je peux aider d'autres personnes à éviter de sortir de ces patterns, à pas être des victimes. Puis aussi, beaucoup la violence conjugale aussi, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Dans nos vies, je pense qu'on en a tous connu ou presque des gens, malheureusement, qui en ont vécu de près ou de loin. Puis ça, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Puis encore là, si je peux outiller des gens à faire face à ça, même des jeunes, parce qu'on n'en parle pas assez, mais de la violence psychologique et physique dans les couples d'ados, ça existe. Fait que ça aussi, de les outiller à faire comme ça, c'est non. T'sais, c'est cliché, là, mais mets tes limites, apprends à t'affirmer physiquement et mentalement aussi. Oui, parce que régler des conflits et qu'on s'entende, mettons, tu entraînes les gens à être capables de faire face à un conflit.
Ça veut pas dire tout de suite que tu lèves les poings, là, c'est loin de là. En fait, le meilleur combat, c'est celui que tu n'as pas besoin de mener. Puis je pense que c'est ça aussi l'affaire qui est un des gros clichés des arts martiaux, c'est les parents un peu pacifistes, on va dire, qui vont dire « Ah, ben mon enfant, je veux pas qu'il devienne violent. » Mais si ton enfant a déjà des problèmes d'agressivité, inscris-le dans une école d'arts martiaux. C'est la meilleure affaire parce qu'on va casser ça, justement. C'est ça l'objectif. S'il y a un bon professeur, évidemment, le but, c'est pas d'en faire des bullies, mais c'est de les rendre tellement forts intérieurement et physiquement qu'ils sont conscients qu'ils peuvent faire mal, donc ils vont l'utiliser, à bon escient, puis le moins possible. Puis aussi, tu vas dégager une confiance, je pense, puis une force qui fait que aussi beaucoup d'agresseurs, ça va désamorcer ça. Parce que, je te donne un exemple concret, là, je commençais les arts martiaux. J'avais peut-être pas longtemps là, derrière la cravate, mais déjà, j'avais commencé mon processus. Puis je travaillais chez Bell à l'époque. Puis j'étais vendeur. Puis là, je suis en train de faire une vente avec des clients. Puis il y a un jeune qui s'amène. Puis là, il me pose une question. Il n'est pas content de ma réponse. Il est fâché que je dise qu'il faut qu'il aille ailleurs pour ce qu'il cherche. Puis là, il commence à être agressif. Puis il se pointe limite derrière le comptoir. Mais là, j'ai des clients en face de moi. Je suis en train de faire une vente. Puis j'ai juste mis ma main. Puis j'ai dit, regarde, j'ai des témoins. Juste avance pas, tu sais. Je pense que c'est mieux que tu t'en ailles. Puis il est parti. Puis je pense que ça, c'est la meilleure gestion de crise que tu peux faire quand il arrive des choses comme ça. L'erreur, c'est d'être arrogant, c'est d'être agressif. Tu vas juste jeter de l'huile sur le feu. Puis de lui signaler que si tu avances, par contre, là, il va peut-être avoir des conséquences. Tu sais, comme, c'est niaiseux, mais tu le dis beaucoup aux élèves, c'est important d'avertir, de le faire arrête avant de te défendre, de faire hey, stop. Tu sais, t'es à l'école, malheureusement, le système scolaire, si tu te défends, tu vas avoir des conséquences. Donc, au moins, si tu es pour avoir des conséquences, le moins possible de contact physique, le plus possible de techniques d'évitement et d'évasion au primaire, secondaire, mettons. Là. Parce que si tu frappes quelqu'un, c'est sûr que tu as des conséquences. Sûr. Fait qu'il faut que tu en sois conscient de ça. Mais dans l'exemple que tu viens de donner, ta propre exemple personnel, ça va rejoindre ce qui enseigne les premières choses dans les cours d'autodéfense, qui est l'attitude, dans ta posture, dans ton regard. Fait qu'ils vont dire, mettons, aux femmes, justement, qu'ils ont peur de marcher dans la rue, tout ça, puis quand tu croises quelqu'un, baisse pas la tête. Non. C'est parce que déjà, tu dégages quelque chose d'une faiblesse, puis là, tu peux être vu comme étant une cible ou une proie potentielle. Puis même juste dans les gestes du quotidien, c'est quelque chose que je dis beaucoup, surtout aux adultes, là, mettons, ce genre de propos-là, mais c'est niaiseux, mais exemple, tu vas au guichet automatique le soir, une femme seule. Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as regardé le deuxième guichet à côté qu'il y a un paravent entre toi et lui, là, avant de commencer ta transaction? OK. Mettons qu'on est l'heure de les fermetures des bars. Tu peux avoir un gars éméché ou un peu avec la conscience altérée. Est-ce que tu as ce réflexe-là de regarder ton environnement quand tu rentres à quelque part où il pourrait avoir des sources de danger? La plupart des gens vont dire ben non. Ouais. Mais juste d'avoir ce petit-là, OK, c'est correct, je suis tout seul. Tu sais, ça peut faire toute la différence. Si tu sors de ton travail le soir tard, est-ce que tu sors toujours par la même porte, à la même heure? Est-ce que tu es toujours toute seule? As-tu des collègues? Tu vas loin. Ben, parce que c'est là qu'ils se produisent les agressions. L'agresseur, souvent, va spotter sa victime. Il reconnaît les patterns. Il en apprend sur sa victime, souvent. Tu sais, des attaques random, ça arrive. Mais souvent, les agresseurs, ceux qui se reprennent à plusieurs personnes, ils ont des patterns. Tu sais, puis ils vont observer, ils vont choisir. Tu sais. Fait que ça, t'essayes d'inculquer une espèce de conscience de l'environnement puis de ce qui t'entoure. Puis de, tu sais, l'ancienne génération, je pense, inculquait beaucoup aux filles, fais attention à comment tu t'habilles. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Parce que le gars que t'as une mini-jupe ou un soupe de skidoo, il s'en fout. OK? C'est pas ça qui va... C'est pas vrai. De un, puis de deux... T'as le droit de t'habiller comme tu veux. Là. Exact. Tu sais, c'est ça. Là. C'est pas la fille qui est responsable de l'agression. Par contre, il y a des trucs si tu sors seul le soir. Est-ce que tu parles, mettons, parler au téléphone, c'est niaiseux, mais si tu es en train de parler à quelqu'un, ben OK, peut-être qu'il aura moins le goût de t'approcher. Parce que t'es un témoin. C'est ça, dans ta sacoche, as-tu des trucs qui pourraient te servir à te défendre? Puis il y en a. Bon. Parlez à votre professeur d'arts martiaux. C'est ça. Mais j'aurais pensé que les situations d'agression, le plus souvent, ça doit être comme la fermeture des bars. Ben, il peut y avoir beaucoup de ça. Doit être Mais les agressions aussi vont souvent venir de quelqu'un que tu connais. Ça, c'est vrai. De ta famille, d'un conjoint. Fait que
c'est ça. Puis les agresseurs, dans le fond, c'est pas de se tomber dans la paranoïa, mais dans le fond, c'est des monsieur, madame, tout le monde qui ont un job, puis que peut-être leurs collègues, c'est eux que tu vois après aux nouvelles, puis oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé ça. Parce qu'ils n'ont pas l'air de ça. Non, c'est souvent des manipulateurs, c'est souvent des gens. Tu sais, fait c'est d'apprendre à reconnaître des patterns, puis d'apprendre à se faire confiance assez pour sortir aussi de ces patterns-là, puis de les identifier, puis de reconnaître les sources de danger. Je pense que l'autodéfense, ça va plus loin. Puis maintenant, 2024, je parle, là, ça, c'est un volet que je parle aux jeunes, je leur dis beaucoup, l'autodéfense va même aller sur ton téléphone, sur comment tu gères tes réseaux sociaux. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'intimident plus tant que ça. En tout cas, je pense, dehors. Il y en a encore. Mais je pense que c'est beaucoup sur les plateformes. Ah, c'est clair. Beaucoup. Fait que c'est de leur inculquer, de dire, OK, si tes amis embarquent dans quelque chose comme ça, de bâcher quelqu'un en particulier de l'école, toi, tu vas-tu aller créer des commentaires en riant ou tu vas te dénoncer ça? Tu vas te positionner où par rapport à ça? Puis ça, c'est aussi, ces valeurs-là, pour moi, correspondent aux valeurs d'arts martiaux, même s'il n'y a aucun contact physique. Comment tu agis en tant qu'être humain dans des situations d'agression sur des nouvelles plateformes d'interaction humaine, ça en fait partie pour moi. T'sais. Mais de là, l'important, je trouve, comme tu disais, si un enfant a des tendances agressives ou il a des tendances et des comportements qui sont difficiles, dans une école d'arts martiaux, il va pas juste apprendre, il va apprendre à être une meilleure personne et non pas juste un combattant, dans le fond. Ben oui, il faut. Il faut, parce que dans le fond, l'aspect combat, pour moi, c'est beaucoup un exutoire. C'est beaucoup de dire aussi, hey, ton enfant a de l'énergie en trop, il a le goût de puncher tout ce qui bouge. Bien justement, il y a un endroit avec un cadre, il peut le faire de façon quand même sécuritaire, avec des règles, des protections, tout ça. Et il va pouvoir sortir ce trop-plein d'énergie-là. Et aussi, il va apprendre à gager sa force lui-même, si lui-même est comme intense. Mais aussi, si on revire ça de l'autre côté, c'est que si tu n'en fais pas de combat, même si c'est pas ton trip, j'en ai plein des élèves qui viennent, ouais, moi, combat, je trippe pas trop. C'est correct. Tu n'es pas obligé de t'inscrire au cours optionnel de combat, truc machin, pour ceux qui sont passionnés. Là. Tu peux faire juste du combat quand on en fait sur les cours réguliers une fois de temps en temps, parce que ce que ça va t'apprendre aussi beaucoup, ce que ça va t'amener, c'est le jour où quelqu'un va te frapper, là, comment tu vas réagir? Tu vas te faire ça comme ça, ou tu vas garder les yeux ouverts? Parce que fermer les yeux, ça arrêtera le bras de personne. T'sais? Fait que si tu gardes les yeux ouverts, plus de chances de faire la bonne action pour te défendre que si tu fermes les yeux puis si tu as peur de manger une shot. Parce que la réalité, c'est que souvent, l'agression, le premier coup, tu le verras pas venir. Tu vas le recevoir. Fait que comment tu vas encaisser le coup aussi? T'sais, tu manges une shot, tu tombes à terre du premier coup, tu restes à terre, tu pleures ou tu te relèves? T'sais? Tout ça fait partie de comment tu vas gérer la situation la première fois que tu vas te faire frapper. Si tu t'es jamais fait frapper, ça va surprendre en tas la première fois. Fait que si tu as déjà fait du combat, juste un peu, et là, tu fais comme, OK, je suis quand même... Oui, c'est pas le même contexte dans le sens que l'agresseur, il veut te faire du mal et ton partenaire de sparring ne veut pas te blesser. En théorie, tu sais, l'objectif, c'est une pratique sportive. Mais ça reste que le contact physique dans le visage, c'est très... c'est confrontant. Les premières fois, là, pouf. Puis nécessairement, tu réagis de façon réflexe. Oui. Ton agressivité va monter. Oui. L'adrénaline va craquer. Là, dépendant de ce que tu as vécu dans ton enfance, ça peut trigger des affaires. Fait que ça va venir chercher tout le monde de façon différente, les arts martiaux, pour plein de raisons, dont celle-là. Puis tous les aspects vont donner des défis différents aussi à chaque personne. Parce qu'il y en a, c'est la mémoire, il y en a, c'est la concentration, il y en a, c'est le trop-plein d'énergie, il y en a, c'est ils sont pas en forme, il y en a, c'est ils sont pas confiance. Il y en a plein des raisons. Fait que toutes les raisons sont bonnes, mais on a l'air de deux passionnés quand on dit ça, puis quelqu'un qui en fait pas fait « Ouais, je pense pas que c'est pour moi. » C'est juste que t'as pas trouvé la bonne place ou le bon prof pour toi. T'sais. OK, tu penses? Moi, je suis convaincu. Parce qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Je suis convaincu. Après, c'est pas obligé de devenir ta grande passion, tu n'es pas obligé d'en faire toute ta vie, mais ça se peut que ça t'amène à un moment X de ta vie quelque chose, un bienfait. Puis juste aller voir, puis prendre le temps de se renseigner. T'sais, maintenant, il y a des podcasts comme le vôtre, comme le mien. Il y a plein de sources d'informations super intéressantes. Tu peux creuser beaucoup. Moi, quand j'étais jeune à Victoriaville, il y avait du Shotokan, du Kenpo, du Judo, du Taekwondo, tout. Il y avait quatre styles, puis c'était déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, jeune ici, c'était Judo qu'il y avait, puis il y avait une école de karaté. C'est ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de villes que tu pouvais avoir juste une école de un enfant. Oh, ouais. Fait que tu allais là où c'est rien pantoute. T'sais. Maintenant, tu as l'embarras du choix, puis même dans le karaté, il y a le choix. Puis même à là,
deux personnes de la même bannière, si je prends par exemple, moi, on a une fédération de 40 écoles. Ben, mes élèves, ils ne tripperaient pas forcément avec tous mes collègues. Avec certains, oui, qui me ressemblent plus, avec d'autres, pas pantoute, puis avec d'autres, tu sais, ça le ferait pas du tout, peu importe. Puis c'est normal parce que les gens qui viennent à mes collègues sont restés avec eux pour des raisons différentes des miennes. Parce que on dégage pas la même énergie, on met pas l'emphase sur les mêmes affaires, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même vécu, fait qu'on retient pas les mêmes personnes dans la salle à cause de ça. Même si on enseigne en théorie le même cursus, on a le même professeur en haut de la patente, on donne les mêmes examens de ceinture ou à peu près, tu sais, on a une façon de fonctionner très, très similaire. Ça reste que chaque gang a sa vibe, tu sais. Ouais. Tu as effleuré tantôt le combat avec les jeunes. Ça ressemble à quoi, vous autres, le combat? Parce que j'ai vu j'ai vu des compétitions. Ouais. C'est contact. Contact léger. Léger. Ouais. Dans le fond, nous, c'est du point fight, le style de combat. Donc, c'est pas du comité comme ce que la WKF ou ce qui a été un court moment aux Jeux Olympiques. Une édition. Le comité, c'est complètement autre chose. Fait que je ne m'aventurerai pas d'expliquer ce que c'est parce que j'en ai jamais pratiqué moi. Le peu que j'en sais, c'est que, bon, déjà en termes d'équipement, ceux que j'ai vus sur Internet n'ont pas de casque. Non, on n'a pas de casque. Donc, les gants ne sont pas paddés de la même façon parce que tu ne frappes pas de la même façon. Les pieds ne sont pas paddés de la même façon. En point fight, on a des tibias, des pieds, des gants qui sont paddés aussi sur le côté parce qu'on va faire du back fist. Entre autres, puis des coups de poing directs. Et le casque est réglementaire. Tu as besoin d'un casque et d'un mouthpiece aussi. Fait que, grosso modo, puis même en compétition, on rajoute les coudes. Parce qu'un accident est si vite arrivé. Fait que, mais bref, fait que le point de fight, ça va faire appel à l'explosivité. Parce que, dans le fond, dès que je te touche, si l'arbitre a calé, les arbitres calent le point, on se replace, on reprend, on repart. Fait que, dans le fond, un coup de pied à la tête, mettons, ça serait 2 points. Coup au corps ou coup de poing à la tête, ça serait 1 point. Grosso modo, je résume. Puis, une compétition, un round, c'est 2 minutes ou 7 points. Encore là, on parle ceinture de couleur. Je résume, il y a plein de variantes sous-catégories. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que c'est un style de combat qui va être très, très rapide, très explosif. Les sidekicks sont, tu sais, ceux qui sont forts vont être malades, les spinning kicks, toutes ces affaires-là. C'est très spectaculaire. Mais l'objectif n'est pas de provoquer un knockout, comme en kickboxing ou en MMA, par exemple. Et ça fait toute la différence. Parce que, dans le fond, c'est sûr que dans les catégories, les jeunes de 15, 16, 18 ans, les adultes, ça cogne. Les gars et les filles sont plus solides, c'est normal. Mais dans les jeunes, ceinture de couleur, tout ça, j'ai rarement ou pas vu de jeunes blessés gravement, là, de jeunes en très bas âge, parce qu'il y a une question de poids aussi. La force que ça cogne n'est pas la même. Fait que c'est beaucoup l'explosivité, la vitesse, et c'est ça. Mais il faut qu'il touche. Oui, il faut que ça touche. Il faut que ça touche. Les coups au visage dans les ceintures de couleur, ils comptent pas. Là, fait que, on frappe pas dans face. Fait que tu vas avoir des warnings. Si tu sors du ring, tu vas avoir des warnings s'il y a un coup direct au visage, des choses comme ça. Coup en bas de la ceinture, c'est pas permis non plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est coup de pied, coup de poing. Mais tu sais, on dit contact léger. C'est sûr qu'il y a du contact. Mais tu sais, je le dis souvent à mes parents, pour les enfants et les jeunes. Surtout les enfants, les jeunes, là, quand ils commencent, là, c'est cute. Là, c'est genre fight. Là, ils s'approchent quasiment en trottinant. Touche le casque, il recule, touche le casque, il recule. Ce que ça leur apprend beaucoup, premièrement, c'est les réflexes de base. Apprendre à lever la main, bloquer, faire des counter-punch. C'est niaiseux, mais là, après, quand ils vont arriver dans le groupe 8 ans, ben, ils ont déjà de l'expérience. On ne les part pas de zéro. Leurs sidekicks sont pas malades là, à 5 ans. Ils en ont peu ou pas. Là, mais ils apprennent à se déplacer aussi, bouger de la bonne façon. Bloquer, pas fermer les yeux quand l'autre s'en vient, pas tourner la tête en punchant, je leur dis tout le temps ça. Fait que c'est ça, c'est ces réflexes de base-là que tu vas inculquer, puis tu sais, c'est super cute, là. Les parents sont dans la salle d'attente puis ils rient, là, y a-t-il des parents que ça les inquiète, par exemple? Parce que les coups à la tête, là, aujourd'hui, souvent, on est très sensibilisé c'est déjà, à ça. c'est déjà arrivé que l'inquiétude est soulevée, mais comme je te dis, premièrement, c'est contact léger. Deuxièmement, le casque est assez épais. Là, c'est des casques faits pour ça. Puis tu as des gants aussi, de un. De deux, mettons qu'on parle d'enfants de 5, 6, 7 ans. Ben là, le coup, il n'y a pas de puissance. Là. OK? Puis si j'ai un enfant un peu plus vieux,
ou à peu près du même âge, mais pour X raisons, corporellement, il est beaucoup plus pesant. Mais c'est sûr, je ne matcherai pas avec la petite cocotte qui pèse 40 livres toute mouillée. Là, tu y vas avec le poids, puis au pire, quitte à y mettre un partenaire d'entraînement, un enfant plus vieux, mais qui a plus sa shape. Fait que, puis ça va leur apprendre à contrôler leur force. Parce que je les laisse pas aller free. Là. Si tu vois qu'il y en a un qui a tendance à partir vite, puis qui est fort, puis qui est costaud plus que les autres, justement, lui, je vais le brider. Contrôle ta force. Tu n'as pas besoin de frapper fort, tu as besoin de frapper vite, de toucher en premier. C'est ça qui est important. La force, même si les crochets, en théorie, ne sont pas permis, on va y aller avec des backfists à la tête, puis tout ça, puis des right gen au corps, les directs au corps, c'est permis. Fait que si les crochets ne sont pas permis, déjà, la swing de puissance qu'une personne moins expérimentée se prendrait, c'est non. Là. Tout de suite, je vais l'arrêter. Fait que c'est sécuritaire. Et puis, par expérience, j'en ai pas de blessures dans les enfants. Là, c'est vraiment pour leur apprendre des réflexes, des bases, apprendre à se déplacer, puis tout ça. Puis, ils en font sporadiquement. Il n'y a pas d'enfants de cet âge-là sur les cours de combat optionnels. Là, fait que c'est vraiment... une fois par mois, on a une semaine de combat, fait qu'ils vont faire une demi-heure, fait qu'ils font un fight dans leur cours. Fait que, puis ils regardent les autres fighter, je coach les gens pendant les combats, je leur dis, tu vois, là, il a fait ça, il a fait qu'il bouge sa main, qu'il bloque, qu'il utilise l'autre main. Fait que c'est beaucoup l'emphase plus sur ça. Ils ont-ils accès à beaucoup de compétitions? Oui, on a quand même un gros circuit. Là. Nous, le fait d'être une quarantaine d'écoles, déjà, on a nos tournois internes qu'on appelle, fait que ça, c'est juste des membres de Karaté Sunfuki qui y vont. Puis juste là, on est à peu près 300 participants. Quand même. Puis les 40 écoles sont Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal. Surtout, nous, en Outaouais, on a les 2 seules écoles de l'Outaouais pour l'instant. Mais on est comme la seule région un peu extérieure. Puis mon autre école que j'ai est à La Chute. Fait que, c'est surtout Laurentides, Rive-Nord, Rive-Sud. Puis il y en a quelques-uns sur l'île de Montréal, Lanaudière aussi. Fait que, puis on a des tournois externes qu'on appelle où là, tu as des écoles de tout style et d'un peu partout au Québec et même de l'Ontario, d'Ouvris, exemple à Ottawa, qui viennent participer. Nous, on fait partie de la fédération qui s'appelle WKC, World Karate Kickboxing Commission, qui a été fondée entre autres par John Douvris à Ottawa. Puis ça regroupe des écoles de 15-20 pays dans le monde. Et puis, tout le monde là-dedans fait du point fight. Fait qu'il y a des catégories de kata, mais il y a des catégories de combat, puis c'est du point fight ou du combat continu, du kickboxing. Fait qu'il n'y a pas de comité en tant que tel. Fait que ça se transmet bien au kickboxing, dans le fond. Ah oui, oui. 100%. Dans le fond, c'est vrai, Wonderboy Thompson, c'est du Kenpo? C'est un gars de Kenpo, exact. C'est ça. Exact. Je pensais. 100%. Puis, exemple, ici à Ottawa, il y a un jeune qui s'appelle Pat Gourde, qui a commencé chez Douvris, il a fait du taekwondo, il a fait du point fight beaucoup. Là, il commence le kickboxing semi-pro. Là, il est revenu d'un compé de point fight récemment. Toujours à Ottawa, Robbie Lavoie, qui était comme on va dire le GOAT, l'expression anglophone, du point fight là, pendant longtemps, ça a été comme une légende. Là, il vient prendre sa retraite des compés parce qu'il s'est en allé avec la nouvelle affaire aux États-Unis qui s'appelle Karate Combat. Oui. Bon, Robbie a fighté à Karate Combat. Ah ouais? C'est un gars d'Ouvris, justement. Mais c'est ça, tu sais, souvent les gens disent quand ils sont petits, ils sont comme ah oui, mais là, il est plus grand que moi. C'est une excuse, ça. 2 mots pour toi, Robbie Lavoie. Et Robbie, moi, je fais 5 pieds 8. Robbie est plus petit que moi. Qui est beaucoup plus petit que moi. Puis je l'ai vu fighter en Europe dans, je pense, son avant-dernier ou son dernier. Puis il était contre des Irlandais ou des Écossais de genre 6 pieds. Et le secret, c'est la vitesse. Il rentre dedans avant même que l'autre ait eu le temps de voir rien se passer. Comme c'est un éclair, tu sais. Puis il n'a pas peur de rien, tu sais. Il fonce dans Agaïev, tu connais Agaïev? Non. C'est quoi son... Je sais pas comment dire c'est quoi son prénom. Il a fait le Karaté Combat, mais lui, c'est du comité traditionnel. Rapide, comme ça se peut pas. Il doit faire 5 pieds 3. Les petits. Exact. Si tu sais comment bouger, puis si tu te protèges comme il faut, la grandeur, c'est une excuse. Oui, ça peut être un avantage, comme je disais à mes élèves, parce que tu as du reach, mais le gars ou la fille, si elle est plus grande que toi, elle va se fatiguer plus vite. Parce qu'elle a plus grand à oxygéner. Là, André Agaïev, je pense. Ah ouais, le nom, ça me dit quoi? Ouais. Là, je vais juste le googler, je vais checker sa grandeur. Donne-moi 2 secondes. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ça. André Agaïev. Je sais pas comment écrire son nom, peut-être que je le trouverai pas. Les gens, vous écrivez-le en commentaire. C'est bon pour l'algorithme. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, je le trouve pas, je sais pas comment écrire son nom.
Mais bref, en tout cas, il est tout petit, puis ça rentre au bout. Avant qu'on parle de ça, je vais te demander quelque chose. Je me souviens plus. On parlait de quoi? Compétition. On a parlé de ça, karaté combat. C'est quoi, je sais ça transmet au karaté? Parce qu'on a parlé de Wonderboy Thompson, mais parce que moi, mes connaissances de Kempo, c'est ça, c'est Wonderboy, puis c'est Jeff Speaksman, dans le fond, tu sais, dans les années 80. Ouais. Mais une chose que... Puis, je veux que tu m'expliques, parce que ce qui était caractéristique de quand tu regardais ces films, c'était des coups à répétition et rapides, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ouais. Fait que c'est-tu représentatif, moindrement, de ce qu'est Kempo? Ben non, c'était vraiment juste du Hollywood. Ah non, mais là, c'est sûr qu'il y a Hollywood dans la patente. Là. Oui, je comprends. Il y a le facteur Hollywood, mais tu sais... Comme exemple, si j'inverse ça et je regarde Jean-Claude Van Damme, dans ses films, c'est hollywoodien, c'est sûr, mais tu peux voir le karaté dans ce qu'il fait, tu comprends? Oui, 100%. Mais pour répondre à ta question, en fait, le Kenpo, souvent, je pense qu'il y avait un problème de pédagogie dans expliquer leur façon d'enseigner. Okay. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Dans toutes les grandes écoles de karaté traditionnelles japonaises, donc Goju-Ryu, Shitoryu, toutes les autres Shotokan, etc., toutes les bonnes, vont pas juste enseigner le kata, ils vont enseigner ce qu'on appelle un bunkai. Bunkai, l'interprétation du kata. L'interprétation du kata. C'est quoi, dans le fond, le bunkai? C'est la technique appliquée. Parce que quand tu fais le kata, il faut aussi qu'il y ait un côté un peu esthétique, c'est compétitif. Tu veux que le mouvement soit pur, soit beau, soit un peu idéalisé, façon de parler, là, tu sais. Tandis que le bunkai, c'est comment je l'utiliserais pour vrai. Tu me suis? Fait que dans le fond, dans le Kenpo, il y a encore l'enseignement des katas, mais il y avait comme une partie de technique d'autodéfense. Il aurait pu appeler ça des bunkai, dans le fond. Les techniques ont toutes des noms. Puis là, ben, c'est les Américains, fait que c'est des noms mémotechniques. Mettons, Checking the Storm, Buckling Branch, des noms. Que là, si je te dis ça juste de même, tu fais comme... Ouais. Mais là, quand tu connais la technique, tu comprends pourquoi. OK. Le nom, il y a rapport avec le... Souvent, souvent, tu vas comprendre le pourquoi de la patente. Puis, qu'est-ce que ça implique? Puis, c'est aussi, encore là, pour répondre à quelqu'un qui pourrait se poser la question, surtout les gens d'aujourd'hui qui font, exemple, du Muay Thai, du MMA, puis qui regardent les arts martiaux traditionnels, et je m'inclus là-dedans, traditionnels, ils vont faire « Ah, les kata, ça sert à rien. Les bunkai, si ça marche pas dans une cage, ça marche pas. » Non. OK. C'est qu'à la base, c'est qu'on t'a pas bien expliqué ce que c'était. Ce qu'on enseigne à travers ça, c'est des techniques. Puis, on développe aussi des réflexes musculaires, mais aussi beaucoup des techniques. Dans le fond, je te donne des outils. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que je te donne des outils pour tu travailles au sol, pour une attaque à la gorge, pour ci, ça. Plein de situations. Dans la vraie vie, ça va jamais arriver que tu vas appliquer de A à Z la technique telle que je te l'ai montrée. Jamais. Aucun bunkai de l'univers va arriver comme le bunkai est enseigné. C'est impossible parce que ça n'a pas été créé pour ça. Ça a été créé pour transmettre des façons de faire. À une époque où il n'y avait pas de podcast comme nous, on est en train de faire, de vidéos YouTube, de professeurs pour te donner des cours d'aide-mémoire. Fait qu'une grosse fonction du kata historique, c'était la transmission du style. De mettre dans un ensemble à peu près cohérent, un genre de combat fictif, à peu près tout ce que mon style renfermait. Les techniques de prise, les ci, les ça. Fait que ça, si le professeur ne l'enseigne pas dans son dojo, puis il t'enseigne les katas juste pour t'emmener en compétition de kata, ben, c'est sûr que tu fais comme ça sert à rien. Même toi, tu dois dire, je sais que je ne vaux rien en combat. Puis probablement que c'est vrai si on ne t'a jamais expliqué les applications pratiques de ce que tu es en train de faire. C'est juste de la danse, comme diraient certains. Rendu là. C'est de la danse sportive. Si tu ne comprends pas la fonction martiale qu'il y a à l'intérieur. C'est juste que dans le Kenpo, ben, il y a tout un volet autodéfense, un ensemble de techniques avec des types d'attaques spécifiques, coup de poing direct, crochet, prise de gorge arrière, travail au sol, amener au sol, peu importe, des situations spécifiques avec des réponses spécifiques. Fait que ça, quand tu le voyais, puis encore aujourd'hui, si tu regardes des vidéos de Ed Parker ou trucs machin, avec 12 millions de shots sur la même personne, tu fais... Ça n'arrivera jamais. Mais si tu en es conscient que ça n'arrivera jamais, pourquoi tu le pratiques? Qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend des cibles, des points vitaux spécifiques à cibler. Ça t'apprend une projection. Ça t'apprend... Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. Mais on les a mis ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y a des techniques. Il y a des techniques, je vais dire à mes élèves, celle-là est merveilleuse parce qu'elle est simple, rapide, efficace. Tu vas t'en rappeler tout de suite. Elle marche bien dehors, telle quelle. Celle-là est overpower. Après tel bout,
le reste, c'est comme du crémage sur le gâteau. Puis tu feras jamais ça dans la rue, sinon c'est toi qui finis en prison. Parce que tu t'acharnes. Mais dans le fond, pourquoi on l'enseigne? Travailler la coordination, la mémoire, apprendre des cibles corporelles, apprendre des points où tu peux frapper, où tu pourrais frapper dans une situation. Fait que c'est ça aussi, c'est tout ça. Mais sauf que si cette pédagogie-là n'est pas faite, puis tout ce que ton seul objectif, c'est de te battre dans la cage, ben déjà là, tu passes à côté de beaucoup. Sans parler du fait que dans la cage, il y a des règlements. Dans la rue, il n'y a pas de règlement. Quand ta vie est en danger, là, les avocats vont écrire c'est pas vrai, ça s'appelle la loi, le code criminel. C'est 100% vrai. Mais il y a des choses que tu peux utiliser pour te défendre sur un agresseur, puis ça va être considéré légitime défense, que je ne pourrais pas utiliser dans la cage, qui ne sont pas legit. OK? On ne rentrera pas dans le détail parce qu'encore là, les avocats vont nous écrire, mais tu sais, c'est dans une cage, il y a des règlements, il y a un arbitre qui va t'arrêter à un moment donné. Dans la rue, il n'y a pas d'arbitre. Dans la rue, il n'y en a pas d'arbitre. Puis tu sais, quand c'est ta vie qui est en danger, il y a aussi un contexte où si la personne est armée, elle a un couteau, ben tu as droit à un petit peu plus de force physique, là, préventive. Là. Le gars a un couteau. Là. Fait que si tu as l'occasion de faire une frappe spécifique XYZ pour le désarmer, puis oups, par accident, il est un peu plus magané que prévu, mais c'était une attaque à arme blanche. Là. J'aime mieux aller m'expliquer au poste de police avec toi au pire qu'aller à tes funérailles. Là. C'est un peu le thinking, c'est malheureux. Puis tu sais, en même temps, de dire aux gens « ça risque de t'arriver, le danger est à tout coin de rue », c'est un peu de la bullshit. De la bullshit. Tant mieux si ça t'arrive jamais. Juste dans ton contexte, tu m'as parlé d'une fois avec ton histoire de comptoir. T'es-tu déjà battu vraiment dans la rue? C'est-tu arrivé? T'as-tu besoin? Pas à l'âge adulte. Jamais. T'sais. À l'âge adulte, jamais. T'sais, à part les situations que je te parlais d'intimidation au primaire. Là. Mais tu sais, encore là, à 3 contre 1, mettons, là, je me remémore ma situation. 3 contre 1, là, ceinture noire, il peut s'en sortir, mais il n'y aura pas le choix de maganer du monde là, dans le lot là, pour s'en sortir, parce qu'ils sont 3 sur toi. Puis j'ai vécu des situations, évidemment, on nommera pas personne, mais j'ai vécu des situations d'élèves dans des écoles primaires qui vivaient des situations à 4 enfants contre 1 enfant, avec des enfants qui filment. Puis là, l'enfant, il s'est pas défendu, malgré qu'il pratiquait le karaté, parce qu'il craignait les représailles. Mais ça, des situations comme ça, là, j'en nomme une, mais il y en a plein. Plein. C'est triste, ça. Qu'ils se font intimider, ils se font étouffer, les mains dans le cou, puis ils ont peur, ils paniquent, ils font rien, parce qu'ils ont peur des conséquences. Mais aussi, ça prend des années avant de développer le réflexe, je trouve. Oui, 100%. Parce que t'as tellement ton instinct qui prend le dessus, puis la panique, puis le stress, etc. que... Puis ce qu'on disait tantôt, que souvent, l'agresseur, c'est quelqu'un que tu connais, ça joue. T'es surpris, là? Ben, Tu sais, si c'est de la violence en milieu familial, c'est papa qui me tape dessus. Je vais-tu répondre? Si j'ai 16-17 ans et la force pour répondre à papa, ça se peut que je réponde. Si j'ai 8, 9, 10, c'est sûr que non. Probable que non. Même chose si c'est ton conjoint ou ta conjointe qui tape dessus, ça se peut que tu gèles. Parce que tu l'aimes, la personne. C'est ça qui est triste dans cette situation-là. Fait que c'est vraiment difficile de défaire ces mécanismes-là. Puis il n'y a rien qui peut garantir comment tu vas réagir. Mais si tu as des outils, tu as plus de chances de ton bord. Ça, c'est sûr. Clair. Puis même si tu ne sais pas tout, tes outils, dans le fond, tu vas être. Si tu viens au moins être capable d'avoir une réaction, c'est déjà ça. T'sais. Exact. Puis des fois, dans des situations extrêmes, de t'acheter quelques secondes, ça peut faire la différence. Entre une fin tragique et une fin de oups, quelqu'un a entendu du bruit, puis là, il a appelé les secours, puis les secours sont arrivés à temps. Fait que acheter du temps, tu sais, c'est important. Fait que c'est ça, puis d'être conscient. Je reviens à ça, mais tu sais, être conscient de ton environnement, c'est ça. Tu sais, tourner le dos et se mettre à courir, c'est pas toujours la meilleure réponse, tu sais. Parce que mettons, je pose la question des fois à mes élèves, je dis, non, toi, peux-tu me garantir que tu peux comme outrun, là, tu peux comme clencher n'importe qui, que tu finiras pas par t'essouffler, puis là, tu as le dos tourné, tu le verras pas arriver. Fait que, regarde ce qui se passe autour, fais face à ça, essaie d'analyser, puis prends la meilleure décision. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. C'est drôle parce que je suis sûr que tu en as vu passer des vidéos comme ça, puis on va toujours questionner la légitimité du karaté dans la rue ou dans une situation de défense, puis des fois, je viens frustré, puis
Regarde, je dis pas que je pourrais me sauver de n'importe quelle situation parce que je fais du karaté, c'est clair. Là, puis, tu sais, moi, c'est du point de fighting, là, fait que c'est pas grand-chose. Mais j'ai quand même certains réflexes qui peuvent me servir dans la vie, tu sais, en cas d'agression. Mais tu vois tellement de vidéos de genre... puis j'en ai vu un cette semaine. C'était... Puis il se moquait du karaté, littéralement. Puis ça disait, je pense, c'était Jiu-Jitsu versus karaté, tu sais. Fait que là, tu vois, c'est deux gars qui s'accrochent. Deux gars qui s'accrochent, puis là, le gars de karaté, il est comme, il était, puis il se met en position, puis il commence à donner des coups de poing dans le vide, puis ça a l'air d'un kata tout croche, mettons, là. Ouais. Puis t'as le gars de Jiu-Jitsu qui fait comme, tu sais, comme... Il l'attend, puis à un moment donné, le pogne, puis il l'amène au sol. Non, en fait, lui, il fait juste décider de s'en aller, tu sais, puis le gars de karaté, finalement, il a juste l'air ridicule. Il a juste l'air ridicule, tu sais. Puis c'est comme, OK, mais je me demande si c'est pas à cause des katas, justement, que cette mauvaise vision-là. La mauvaise pédagogie des katas, oui, c'est clair. C'est clair que ça a joué. Il y a des gens, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, qui font de la bonne job d'enseignement, de retour aux sources du kata. Okay. Tu as Yann Abernathy, qui est un Écossais, qui fait une grosse job de pédagogie. Malheureusement, toute sa job est en anglais, mais quand même, c'est super pertinent. Et tu as aussi Jesse Enkamp, le Karate Nerd, qui fait une grosse job. Puis justement, par rapport à ce que tu dis... Il est allé dans une compétition, tu l'as vu? Exact. Là, je vais juste répondre à ce que tu viens de dire. Ouais. On peut avoir l'air n'importe qui ridicule dans un contexte qui le désavantage. Et surtout, si tu ne montres pas le début et la fin de ta patente, on ne sait même pas c'est qui le gars. C'est un vrai Karate Master qui a l'air ridicule. Non, ça n'était pas un, c'était clair. C'est ça. Fait puis la vidéo, pour décrire, vous irez le voir, mais c'est super drôle parce qu'il dit... Et dans le fond, je vais montrer que le BJJ, ça marche pas parce que lui, son thinking, il vient du karaté. Il arrive en compé. Là, le combat commence. Puis le gars essaye de le prendre puis de l'amener au sol. Puis il se déprend. Puis il sort. Puis il fait j'irai pas à terre. Là, à un moment donné, l'arbitre fait soit tu y vas à terre, soit tu sors. C'était ça son point. Et en tout respect avec les gars de BJJ, gros gars, et les filles, pareil. J'en connais plein. C'est vraiment hot comme sport. C'est un sport. Il y a des règles. Il y a un contexte. Est-ce que dans ce que tu apprends, OK, les gens de BJJ, venez pas me tester, là, c'est pas ça que j'ai dit. OK? Dans ce que tu apprends, est-ce qu'il y a des choses pertinentes dans la rue? C'est clair que oui. Absolument. Mais c'est un sport. Oui. Les compétitions de BJJ, il y a un arbitre, il y a un objectif, il y a des limites, encore là. Comme dans le MMA. Les MMA, il y en a moins, mais dans le BJJ, il y a des limites, là. C'est une forme de lutte. Le BJJ est un dérivé sportif du Jiu-Jitsu japonais qui, lui, est hyper létal. La projection en Jiu-Jitsu japonais, anciennement, quand je te promenais puis je te laissais tomber sur la tête. Pas pour que tu roules puis que tu te relèves. Le résultat est vraiment différent. Puis, c'est ça. Puis, en partant, tu sais, souvent, ce qui est drôle, c'est quand tu as un pratiquant qui dit « mon art est meilleur que les autres », c'est rarement des grands maîtres qui disent ça. Non. Ils savent reconnaître que tous les arts ont leur valeur. Exact. C'est souvent un dude que ça fait 2 ans qu'il va au gym de telle affaire puis qui pense que c'est le bout de la merde. Puis là, il va aller dans les vidéos, j'en ai parlé plein de fois à plein d'invités de mon podcast, de genre, il va aller sur leur page YouTube d'une école X puis il va dire « Ah, bullshido! » OK? Mais viens dans notre contexte avec ton knowledge puis on s'en reparle après. Parce que... tes règles, tu peux pas les utiliser. Fait que ton art est le meilleur dans ton cadre. Exact, dans ton contexte. La seule affaire qui prime, c'est comment tu te défends dans la rue. Est-ce que tu as appris des règles et des techniques d'autodéfense réelles? C'est ça qui est important. Parce que oui, le kata, enseigné de façon sportive et pratiqué pour gagner des médailles, ça n'apprend pas à te défendre. 100% raison. OK? Mais si le professeur est bon et fait sa job comme il faut, puis que son but, c'est d'enseigner l'autodéfense, il va enseigner le reste aussi. Si son but, c'est de former des athlètes qui vont gagner des médailles, ben c'est correct, si c'est ça ton but. Ça existe, là. J'en connais des écoles qui enseignent les katas, puis qui sont beaucoup compé. Si tu compétitionnes pas, ben bof, va ailleurs, tu sais. C'est correct. Mais si c'est ça que tu veux. Mais après, fais pas croire à tes élèves que tu leur enseignes à se défendre, par exemple. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est important. Puis de dire à tes élèves aussi, c'est pas parce que t'es ceinture noire, mettons surtout les jeunes, t'es rendu ceinture noire, promène-toi pas en le braguant. Parce que là, tu cherches le trouble. C'est du monde qui vont vouloir te tester, il va tout le temps en avoir. Mais rare ceux qui sont dans une école
d'arts martiaux qui est rendu à ce niveau-là, c'est ce qu'ils vont faire, parce que c'est jamais ça qui est enseigné. Exact. Ouais. Mais tu sais, je le dis, c'est quelque chose que je vais dire, mettons, à mes ceintures de couleur, le jeune qui vient de commencer. Là, c'est pas parce que ça fait 6 mois que tu fais du karaté qu'il faut que tu t'en vantes à tous les amis dans la cour d'école. Tu sais, quand il y a une présentation orale à faire, si tu veux parler de l'école, cool. Dans la cour d'école, quand tu as de la chicane, c'est pas le temps de faire « laisse-moi tranquille, je fais du karaté en levant ton poing ». Ça, c'est non. Tu sais? Fait que bref, moi, en plus, il y a des conséquences dans le dojo si tu sers du karaté pour faire mal à quelqu'un, pas pour te défendre, mais pour être le bully de la cour d'école, ton parent vient me voir, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Ouais. J'accepte pas ça. Moi, je formerai pas des Cobra Kai chez nous. Ouais, c'est ça. C'est hors de question. Ouais. Mais c'est drôle, pareil, tout ce débat-là. Puis comme tu dis, les grands maîtres, après ça, ils savent reconnaître que c'est un ensemble, un package. Puis moi, c'est ça qui me fait triper de regarder des compétitions de MMA, c'est que tu as différents styles. Il y a toujours une base. Ben, en tout cas, aujourd'hui, c'est quasiment tout MMA, mais surtout à l'époque, parce que tu avais toujours au moins une base. Puis tu le vois, tu sais, qu'un gars de Jiu-Jitsu qui n'est pas capable de frapper, Damien Maia, mettons. Je ne sais pas si tu connais, mais Damien Maia, il donnait un coup de poing. Là, il est pas bon. Ça faisait pas grand-chose. Mais quand il réussit à l'emmener dans sa game, par exemple, puis qu'il l'emmenait au sol, c'était dans le trouble, là, c'est fini. Là. Mais pourquoi GSP, c'est le meilleur gars? Ben lui, sa base, c'est le karaté. Hein. Mais je peux pas dropper mon micro, mais je vais dropper mon micro. Je te le donne, par contre, par exemple. Mais il a fait de la lutte, il a fait d'autres choses. Je suis d'accord. C'est tout le reste. 100%. Puis on s'entend que c'est au sol qui était le plus fort. Je suis d'accord, mais c'était quoi sa base? Mais sa base, c'est le karaté. Ouais, t'as raison, je sais. Comme Conor McGregor, sa base, c'est le karaté. Puis là, tu peux aller loin. Là, exact. Fait que là, tu sais, les gars de BJJ, parce que le BJJ, maintenant, est rendu le main art de la UFC puis tout ça, ils oublient cet aspect-là. Tu sais, puis oublie pas que dans la rue, là, pour que tu réussisses à me grabber puis à m'attaquer de façon agressive, là, évidemment, tu peux m'attaquer par surprise avec ta technique puis m'amener au sol. N'importe qui par surprise va se faire pogner. Là. Si je t'ai pas vu arriver, je peux pas me défendre. Mais si tu arrives de façon agressive, t'as beau faire du jiu. Moi, je fais du karaté. Mon objectif, c'est que tu me touches pas. Tu m'amèneras pas au sol. Je te laisserai pas me pogner. C'est un striking art, le karaté, de base, mais aussi, il y a des techniques de projection dans le karaté. Puis ça, c'est une des choses que Jesse, justement, même l'emphase sur, genre, quand le monde dit que le karaté, il va pas au sol, puis il n'y a pas de projection, puis il n'y a pas... C'est faux. Ça s'est juste perdu dans plein de styles. Mais nous, on en a du travail de projection. On en a des techniques, puis on apprend aussi maintenant à nos élèves à se défendre contre certaines techniques des gens de jiu. Parce que tu te dis, ouais, mais s'il vient me locker les jambes, là, parce qu'il veut m'amener à terre, là, si je l'ai jamais vu, quelqu'un qui veut venir me locker les jambes, là, je ne saurais pas comment me défendre. Puis là, une fois qu'il m'a amené à terre, comment je peux me sortir de ça? Si tu ne l'enseignes pas, puis il y en a de plus en plus des gens qui en font, ben ça risque de t'arriver à un moment donné que tu en pognes un, si tu en pognes un agressif. Ça peut arriver. Mais encore là, dans les nouvelles, c'est rare que tu vois ceinture noire en arts martiaux à agresser quelqu'un. C'est très rare. À part ceux qui agressent leurs élèves, là, qui font les manchettes récemment, malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un professeur de Lanaudière qui vient d'être arrêté là, parce qu'il y a eu plein de plaintes sur son cas. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais mettons, de façon criminelle, là, attaquer dans la rue là, des gens. Là, non, ça arrive pas. Ça arrive jamais. Là. Stu Rogan, il disait si tous les jeunes auraient des cours d'arts martiaux, il n'y aurait plus de violence. C'est vrai. C'est vrai. Ça devrait... Tu sais, je fais des parascolaires. Toutes les écoles devraient nous engager, pour vrai. Ils devraient toutes avoir ça. Sans parler du fait d'avoir plus de cours d'édu. Les enfants ne bougent plus. C'est normal qu'il y ait un trop-plein d'énergie. Tu sais, fait que... c'est ça. Mais vous autres, vous allez dans les armes aussi? Oui. Dans le fond, dans plusieurs styles, la pratique du kobudo, qui est, dans le fond, la pratique des armes traditionnelles qui viennent d'Okinawa, beaucoup, comme le bo, le sai, le tonfa, le katana, c'est pas du kobudo, mais le katana, c'est kenjutsu, mais tout ça, toutes les armes traditionnelles japonaises, souvent, c'est comme une lignée d'enseignement parallèle. Ça fait pas partie du cursus. Chez Karaté Sonfuki, on a intégré la pratique de certaines armes. Donc, on a le nunchaku, on a les kama, on a le bo de base. Dans le cursus de ceinture de couleur, c'est 3 armes qu'on va toucher. On a beaucoup de gens qui font du katana, mais c'est comme optionnel parce qu'on est quand même conscient, vu qu'on a beaucoup d'élèves jeunes, qu'un sabre, ça coûte cher. C'est niaiseux, mais l'obliger à tout le monde, là, tu aurais des situations où mes parents n'ont pas l'argent. Puis là, toi, tu es celui qui a le bokken en bois quand tout le monde... Non, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que bref, mais il y en a qui en font. On a des katas de katana dans notre style. Puis on a des katas de bo beaucoup. C'est comme l'arme principale. Les kamas aussi, beaucoup.
Nunchaku un peu. J'aime beaucoup enseigner le nunchaku aux enfants en bas âge. Garderie, Parasco, ils capotent. C'est un nunchaku en mousse, là. Parce que le nunchaku en bois ou en métal est un arme prohibée au Canada. Juste mentionner. Et c'est correct que ça reste comme ça. Par contre, ça serait plate qu'on perde l'enseignement de cette arme-là parce que c'est quelque chose qui travaille beaucoup la coordination. Ouais. Puis quand c'est en mousse, là, il y a zéro danger. Ouais. Puis justement, ça leur apprend à ne pas avoir peur de manipuler un objet qui pourrait potentiellement leur revenir sur le nez. Puis pas fermer leurs yeux puis être craintifs de tout. Ils sont tellement une génération surprotégée, les enfants en bas âge d'aujourd'hui. C'est fou raide. Il y a plein de memes là-dessus sur Facebook. Ils ont peur d'avoir peur. Ouais. C'est terrible. Puis tu sais, moi, j'enseigne, puis là, je suis dans des garderies, puis là, je demande aux éducatrices de 30-35 ans d'expérience, je dis, c'est-tu moi, là, qui est rendu un vieux gars de 40 ans, puis qui trouve que toutes les jeunes... Un vieux chialeux. Ouais, un vieux chialeux. Ou j'hallucine dessus, où ils sont vraiment rendus... ils manquent de confiance, ils se découragent très vite. Dès que c'est dur, j'aime pas ça, ou ils pleurent, ou je suis pas capable. Je suis pas capable. Je l'entends, puis tu sais, on sort le vieux proverbe. Non, je suis pas capable, là, ça existe pas. J'ai pas réussi, j'ai besoin d'aide. Je suis pas capable, je veux pas l'entendre. Tu sais, j'ai des élèves TSA, j'ai des élèves avec différentes difficultés moteurs, différentes difficultés d'apprentissage. Tout le monde est capable. Ouais. Si eux sont capables, si une personne qui a des problèmes de vision est capable, tout le monde est capable. C'est juste de se donner le temps, de ne pas se comparer aux voisins. Puis ton progrès, c'est pas le progrès du voisin. Puis ta ceinture noire, ça sera pas celle du voisin. C'est sûr et certain que l'élève TSA, sa ceinture noire vaut pas la même chose en termes de parcours, puis de vécu, puis de bagage que celle d'un élève neurotypique. Parce que lui, il n'a pas traversé les mêmes choses pour se rendre là, puis il n'a pas la même exécution non plus, puis c'est correct. Mais on l'a pris du point A, puis on l'a amené beaucoup plus loin. C'est son parcours à lui. Là. C'est ça. Puis on l'a amené à se dépasser. Ouais. Pour lui ou elle, ce que les parents, souvent c'est des enfants, mais des fois j'ai des adultes, ce qu'ils cherchent, c'est du dépassement personnel, justement. Ils ont des embûches, ils ont des défis avec lesquels ils vont devoir dealer toute leur vie. Ben, le karaté, c'est de dire, t'es capable. On va te prendre, on va t'amener, puis tu vas être capable, comme tout le monde. C'est drôle, hein, parce que là, on entendait parler d'un enseignement qui est traditionnel, qui est ancien, puis tout ça. Ou est-ce qu'on valorise le parcours individuel d'une personne pour le rendre à son meilleur de ses compétences, alors que à l'école, on est dans un cadre où est-ce qu'on essaie de faire passer tout le monde au même niveau en même temps. Je trouve ça bien spécial. Puis, dans la même ordre d'idée, combien de fois tu entends que dans les écoles, un enseignant pas capable de contrôler sa classe, c'est le chaos, c'est cacophonique, tout ce que tu veux. Le respect n'est pas là, maintenant. Le respect n'est pas là. Tu rentres dans un cours de karaté, il y a 15, 20, 30 jeunes. Line-up. Tout le monde était placé. Pas un mot quand c'est pas le temps de parler. Ils sont disciplinés. Ils font leur affaire. Ils travaillent fort. C'est drôle, pareil. Tu sais. On dirait qu'on n'est pas capable de comprendre ou on n'a pas compris de cette ancienne méthode d'enseigner qui était, tu sais, le parcours individuel de la personne. Ouais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la discipline puis la rigueur. La rigueur, puis être sévère, être exigeant envers quelqu'un qui s'est perdu. Moi, j'ai 100% mon expérience personnelle, mais au fil du temps, on dirait, j'ai remarqué que les élèves avec qui j'étais les plus demandants, souvent, c'est ceux qui m'aiment le plus. Je me sens. Ah ouais? Ouais, pas tout le temps, là. Mais souvent, c'est ça. C'est ça parce que ils ont besoin de ça, les jeunes, beaucoup, d'un cadre, puis d'encadrement, puis de lignes dans lesquelles avancer dans la vie. Puis si tu laisses free for all, c'est là que tu perds le contrôle. Puis tu sais, moi, dans mon parcours scolaire, j'ai eu un prof qui demandait le vouvoiement. Mais il vouvoyait tout le monde. Okay. Il nous appelait Monsieur Gendron, Monsieur, puis il fallait appeler Monsieur Bergeron. Agnette, c'est un prof qui est déjà monté sur mon bureau en jappant et en grognant parce que j'étais pas pris d'un fou rire. Puis là, tu sais, il était capable de lâcher son fou. Puis tout le monde le respectait. Puis je suis convaincu que tout le monde qui l'a eu comme prof, c'est un de leurs profs préférés ever. Et pourtant, il fallait le vouvoyer. Pourtant, il fallait avoir une forme de respect dans la classe. Il y a ça. Puis, il y a le fait que je pense que la société marche avec des balanciers. On a eu une époque avec des parents très, très stricts. Là, la génération d'après, on fait « Moi, je ne veux pas faire ça à mes enfants. » Là, nous, on est un peu ces enfants-là. Ouais. Fait que là, on a vécu, genre, ce que ça fait d'être élevé par des parents qui ne veulent pas être trop sévères. Ouais.
Puis en vieillissant, on fait comme, moi, j'en ai peut-être manqué un peu. Il aurait fallu un peu plus de cadre puis un peu plus de savoir-faire, là, tu sais. Fait que là, on rebalance, tu sais. Fait que ça va puis ça vient, j'ai l'impression. Mais de façon sociétale, je pense que oui, effectivement, ça manque. Là, on est dans une société de plus en plus sensible, genre fragile un peu. Le débat est rendu difficile, la discussion, comme ce qu'on a aujourd'hui. Le droit d'être en désaccord avec quelqu'un, c'est important. Là. Ouais. C'est important de donner la parole avec des gens qu'on ne partage pas toutes les mêmes valeurs, puis ou qu'on ne fait pas la même pratique, ou qu'on... Tu sais, j'essaie tout le temps, moi, en tout cas, de recevoir des gens qui vont dans tous les horizons. Puis je pense que c'est ça la clé, parce que ça permet de découvrir des nouvelles façons de voir une même situation. Que tu verras jamais si tu restes dans ta chambre d'écho de réseaux sociaux. Tu vas juste voir, l'algorithme va juste te pousser des gens qui pensent comme toi. Fait que comment tu vas évoluer à ce moment-là? Si tu n'as pas la curiosité intellectuelle toi-même d'aller chercher, l'algorithme ne l'amènera pas à toi. Ce qu'il veut, c'est de la chicane, l'algorithme. Fait que c'est malheureux, mais quand un podcast fait une bonne job d'aller en profondeur puis de ne pas être dans les affaires clickbait, il va avoir moins de views que les affaires un peu scandaleuses puis les affaires à potins. Puis bon, les podcasts du monde, c'est toujours drôle, c'est le fun, c'est bon, c'est intéressant, j'en écoute plein. Mais j'aime les podcasts où tu vas avoir, où les contenus où tu vas avoir justement des rencontres, tu vas avoir des vraies conversations. Tu sais, ça, je pense que ça manque beaucoup. Là. Comment il s'appelle ton podcast? Le podcast s'appelle Entretien avec un guerrier. On a un pendant qui s'appelle Interview with a Warrior, là, où quand on a un invité anglophone, on le sort sur une chaîne différente. Okay. On a fait peut-être une dizaine de ceux-là, mais on est rendu à 120 quelques en français depuis 2020. On a commencé en janvier 2020, juste avant la pandémie. Puis pendant la première saison, on en faisait un quasiment par semaine. Okay. On en avait du temps de libre. Ouais, c'est ça. Là, cette année, disons que là, j'étais à un par mois, puis le rythme me convient, parce que ça demande beaucoup de travail de post-prod. Peut-être moins bientôt, grâce aux conseils que vous m'avez donnés. Là. Mais c'est beaucoup de post-prod, beaucoup de travail. On se rend pas compte, puis aussi le booking, contacter les gens. Fait que, ouais, c'est ça, on est rendu à 120 invités. J'ai reçu des gens de la France, du Québec. On a eu des gens des États-Unis, des grands maîtres, des jeunes, des ados, d'autres un peu de mon âge. J'ai découvert des nouveaux styles que je connaissais pas, puis des trucs plus marginaux. Fait que c'est super intéressant, puis ça me permet moi-même d'enrichir ma culture martiale en même temps. Fait que c'est ça. Mais tu sais, quand tu fais des podcasts, je sais pas vous autres là, comment vous le faites, mais il y a une affaire que Mike Ward dit souvent, puis que j'ai retenu. Puis je trouve ça encourageant de penser comme ça. C'est au lieu de te dire, exemple, j'ai juste... ce podcast-là a eu, mettons, 300 écoutes sur YouTube. 300 écoutes, là, tu mets ça dans une salle de spectacle, c'est beaucoup de monde. Ouais. Si tu as 1000 en audio, 1000, c'est la grosse salle en Outaouais ici, là, la grosse salle de spectacle, ça doit être à peu près ça, 1000. Je pense que c'est 800. 800? Tu parles Odyssey? Odyssey. Tu remplis Odyssey, c'est 800. Ben, moi, j'ai des podcasts à vérifier, là, mais... J'ai des podcasts qui ont 3000 écoutes sur YouTube. Tu sais? Fait que comme... j'en ai qui en ont 100. J'en ai qui en ont 3000 au fil du temps, tu sais. En audio, j'en ai qui en ont des milliers, là, tu sais. Fait que là, c'est du monde à la messe qui écoute, là. Que, quand tu le vois comme ça, c'est beaucoup plus motivant parce que tu te dis, on est dans un auditoire niche, mais les gens qu'on en rejoint, on en rejoint beaucoup. On pourrait en rejoindre plus, évidemment. Tu sais, j'aimerais ça, pouvoir monétiser le truc, puis sur YouTube, puis tout, mais j'ai même pas assez de followers, là, tu sais. Mais j'ai un petit Patreon, on met du contenu bonus. On a des propriétaires d'écoles, c'est presque tous des propriétaires d'écoles qui se sont abonnés pour nous supporter, supporter le travail. Parce que c'est un peu un travail d'archivage aussi en même temps. On reçoit plein de grands maîtres que dans 10 ans, ils ne seront plus là. Dans 20 ans, ils ne seront plus là pour témoigner de leur vécu. On a reçu des gens vraiment, vraiment importants dans l'histoire des arts martiaux du Québec, du Canada, beaucoup. Un Jean Frenette, il est encore dans la fleur de l'âge, là, ça va bien, mais Jean Frenette, c'est un géant. On a eu John Terrien ici en Outaouais. On a même fait une série de podcasts où c'était John qui recevait des invités sur notre chaîne anglophone. Mais on a eu plein de grands. Puis moi, je trouve ça important parce qu'un problème dans les arts martiaux, quand on regarde le passé, c'est que souvent, la vérité s'est déformée au fil du temps. Parce qu'il n'y avait rien pour noter la parole des gens de leur bouche à eux. Fait que c'est la parole de la parole de la parole.
Fait qu'à un moment donné, il y a un phénomène de téléphone arabe, puis la vérité, c'est beaucoup déformé. Ah ouais. Même les professeurs d'arts martiaux, pendant longtemps, des fois, on enseignait des trucs que, historiquement, maintenant, on sait que c'est plus vrai, tu sais. Okay. Si tu te renseignes, mettons, sur l'histoire de telle affaire, sur l'histoire de telle arme. Ouais. Des fois, il y a des mythes qui se sont forgés au fil du temps. Puis là, maintenant, avec les historiens, on peut les démystifier, puis avec les podcasts, on peut diffuser cette information-là, justement, pour aider ça, tu sais. Ben ouais. Fait que là, puis ça, tu as l'intention de continuer ça encore longtemps? Écoute, moi, je continue en ce moment un par mois. Mon focus, c'est mes écoles. Ici en Outaouais, puis à La Chute, puis mes élèves. C'est un travail colossal. Si je peux je veux juste faire une parenthèse. Vas-y. Souvent, dans les arts martiaux, justement, c'est quelque chose on a travaillé à démystifier beaucoup avec le podcast en parlant et en rencontrant des gens de d'autres styles. Mm-hmm. La formule qu'on a chez Karaté Sonfuki, dans certaines écoles, on va dire, de karaté traditionnel japonais, est mal perçue. Parce que c'est vu comme commercial, parce que, premièrement, on fait ça à temps plein. Okay, ou c'est notre job ou un sideline, mais je veux dire, c'est pas un hobby, je loue pas un gymnase d'école le soir pour donner mes cours, t'sais. Et, puis tu sais, on fait un camp de jour l'été, puis tout. Mais à force de parler avec mes amis, justement, qui font ça par hobby, puis qu'ils ont une école sur le site, puis ils n'ont pas la pression de tout ça, puis tu sais, eux autres font ça parce que ça leur tente, tout ce que ça implique de travail pour tenir ça à bout de bras, puis les sacrifices que ça demande, c'est pas une job que tu fais pour te mettre riche, là. Non. C'est une job que tu fais par passion, puis comme si je voulais faire de l'argent, je ferais autre chose, là. Clairement, tu sais, puis c'est vraiment quelque chose que même notre professeur nous répète souvent sur nos cours de prof. On a des cours pour les propriétaires, on va dire, avec lui. Puis il nous dit souvent, la passion, il faut que vos élèves le sentent. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, les gens ne resteront pas, ils vont le sentir. Ils vont finir par décrocher. Si vous êtes là pour les bonnes raisons, vous êtes passionné, puis vous continuez d'apprendre, puis vous continuez de progresser, puis vous êtes sérieux dans votre démarche, puis votre passion est contagieuse, les élèves vont rester. Fait que c'est ça. Moi, j'essaye d'être ouvert aux autres, j'essaye en même temps de démystifier les mythes de l'autre côté de la barrière, façon de parler. Ouais, c'est ça. Puis ça doit être d'autant plus difficile. Ben là, c'est pas pire, on rentre en 24, mais on le sait, là, toutes les écoles, toutes les gyms, toutes les écoles de karaté ou d'arts martiaux, ils ont eu tellement de misère à passer à travers la pandémie. Là. Nous autres, je sais pas combien mon sensei l'avait dit, combien d'élèves qu'on avait perdus. Écoute, puis des écoles qui ont fermé partout. Là. J'ai perdu probablement 80% de mon membership. Là. J'ai réussi à garder une petite core de passionnés par des cours Zoom. Puis c'est pas tous mes collègues qui l'ont fait, ça, tu sais. Puis moi, quand je suis reparti, ma petite base de passionnés est encore là, tu sais. Fait que là, eux autres, ils ont continué d'avancer pendant ce temps-là, au moins, tu sais, autant que faire se peut, tu sais. Mais non, ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, je pense qu'en tant que société, on s'est rendu compte de l'importance de la pratique sportive. Aussi, de l'apport que ça a dans nos vies, d'avoir un cercle social, d'avoir une activité. Le lien social était complètement brisé. On ne voyait plus personne. Un dojo, c'est une famille. C'est un milieu de vie. C'est plus qu'un gym. C'est un peu ce qu'on discutait hors d'onde. Un gym, tu vas t'entraîner, tu repars, tu t'en vas. Peut-être que tu te fais des amis puis ça devient une famille aussi. Là. Mais de mon expérience, c'est que c'est plus une relation de service. Tandis que dans le karaté, tu vis des expériences au travers de ça aussi. C'est pas juste de l'exercice physique. Il y a une progression personnelle là-dedans qui tisse des liens qui vont rester longtemps là, dans ta vie après et qui rapprochent les gens et qui créent des communautés, tu sais. Puis c'est pour vrai, je veux dire, les témoignages de parents, tu sais, qui nous disent hey, « merci, tu sais, d'être là pour mon enfant, vraiment, tu sais, j'aurais aimé ça que vous soyez là dans le temps pour mon plus vieux ou whatever, tu sais. » J'entends ça souvent, puis ça, pour vrai, c'est la vraie paye, là, tu sais, de faire comme on change un petit peu la vie de quelqu'un, c'est tant mieux, tu sais, ma job est faite, là, tu sais. Je veux pas... tant mieux si j'ai des élèves qui deviennent champions du monde. Tu sais, j'en ai, là, qui poussent en compétition, là. Puis c'est fantastique. Mais moi, ce que je veux, c'est les aider à devenir des meilleurs humains, là, humblement, dans le peu qu'on peut contribuer à ça, là, tu sais. C'est vraiment ça. C'est fou parce que... Puis je finis là-dessus, mais ça démontre à quel point c'est un langage universel, les arts martiaux, parce que tous les sensei qui savent ce qu'ils font, là, vont dire la même chose que toi. Ben oui. C'est d'emmener une personne à être le meilleur de soi-même. Puis effectivement, tant mieux si compétition, ça fonctionne. Ça, super.
Ouais. Mais le fait que j'ai pu aider quelqu'un à devenir le meilleur de lui-même. Ouais. Puis tu sais, avant de critiquer une école ou un style sur un forum ou sur Internet, en commentaire YouTube ou peu importe où, là, est-ce que tu es déjà rentré dans le dojo? C'est ça. En effet. Eh bien, merci beaucoup, Manuel, d'être venu et de m'avoir donné du temps. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir, merci. Nice. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.